Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, en ce vendredi du 11 novembre, nous recevons Vincent Lemot, président de Guingamp Paimpol Agglomération, maire de Plouec du Trieux et premier secrétaire du PS des Côtes-d'Armor, suspendu de toutes ses fonctions depuis le 28 juin 2022 par le Bureau national. Et c'est par là, d'abord bonjour Vincent Lemot, merci d'être là en ce 11 novembre. Et c'est par là que j'avais envie de commencer cet entretien. Vous avez donc été exclu, on peut le dire comme ça, de ses fonctions au sein du Parti Socialiste. Alors je suis exclu des instances auxquelles je pouvais participer, au Bureau national du Parti Socialiste, dans son Conseil national, et dans mes fonctions également de premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor, puisque je préside et le Conseil fédéral et le Bureau fédéral. Donc je me retrouve aujourd'hui sans pouvoir exercer mes fonctions, et faisant suite donc à une décision du Bureau national du Parti Socialiste que j'ai remise en cause politiquement, considérant bien sûr que sur le fond il n'y avait pas de quoi en arriver à une telle solution politique pour un grand parti comme le nôtre, et sur la forme surtout, puisque j'attends toujours depuis maintenant le 28 juin qu'il y ait une commission nationale des conflits qui se réunit, et celle-ci n'est pas annoncée puisqu'elle a à peine un président, elle est à peine constituée, donc je crains que cette décision ne dure, mais moi en tout cas je ne pourrais pas continuer à attendre la décision du parti au niveau national. Alors vous êtes socialiste, vous le dites sur les réseaux sociaux, toujours socialiste. Oui, ça fait 25 ans que je suis militant du Parti Socialiste en Côtes-d'Armor. Mon premier meeting politique, c'était en 1993 avec Michel Rocard à Saint-Brieuc, et j'étais l'un des plus jeunes puisque j'avais 14 ans. Ce n'est pas à mon âge, 44 ans maintenant, ça fait 30 ans, mine de rien, ça fait 30 ans. 30 ans que je suis socialiste, c'est pas à mon âge que je vais changer, puisque les valeurs de la grande famille socialiste, jaurétienne, mendésiste, mitterrandienne et même rocardienne sur laquelle je fonde mes convictions, ne peut pas s'effacer du jour au lendemain, même par une décision d'un bureau national en 2022. Alors, c'est une forme de punition, on pourrait le dire comme ça, peut-être que le mot est fort, vous allez me rectifier, Vincent Lemot. Est-ce qu'on peut reparler du contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a reproché finalement? Oui, je récuse effectivement ce terme de punition, même si j'ai l'impression que le Parti Socialiste au niveau national la voit ainsi, parce que on est un peu sur le côté moral, c'est-à-dire mon garçon, pompon cucu, tu as pas été gentil avec nous, maintenant on te fait payer l'addition. Et cela parce que je considère qu'il n'y a pas de fondement sur cette décision, fondement juridique j'entends quand je dis ça. Les militants n'ont pas été sollicités pour donner leur avis sur cet accord national. Le Conseil national, ça a été une élection mitigée puisque tout le monde n'était pas présent, et si l'ensemble du Conseil national avait été présent pour cette décision, elle aurait été validée à 55% maximum, donc ce n'est pas vraiment un raz-de-marée comme l'a pu dire Olivier Faure le 6 mai dernier lorsque cet accord s'est fait, et fondamentalement des décisions lourdes ont été prises sur des engagements forts du Parti Socialiste, notamment sur la question européenne, sur la question du communautarisme. Aujourd'hui, nous sommes embarqués dans cette aventure de la NUPES sans avoir vraiment de débat de fond et d'orientation claire sur des sujets comme ceux que je viens d'évoquer. Donc pour moi, sur le fond et la forme, on ne peut pas maintenir aujourd'hui des suspensions de cette manière parce qu'elles sont totalement injustes et inéquitables. Alors, la NUPES, aujourd'hui, elle est présente à l'Assemblée nationale. On voit cette coalition de la gauche, cette union de la gauche. Est-ce que finalement la gauche aurait pu exister à nouveau, la question est un peu provocatrice, vous me l'accorderez, mais aurait pu exister à nouveau s'il n'y avait pas eu cette union de la gauche? Pour moi, la gauche, elle ne peut pas se faire de façon décrétale, c'est-à-dire d'un claquement de doigts. Cela n'est pas possible. Pour faire l'union, il faut se mettre autour de la table, il faut travailler longtemps. Et c'est ça l'union de la gauche. Et dans son histoire, ça a toujours été ainsi que les choses se sont produites dès lors que le Parti Socialiste s'est ouvert aux autres. Le problème avec notre Parti Socialiste depuis 2018, c'est qu'il ne s'est pas ouvert, et on a peu travaillé pendant cette période-là. Et je maintiens mes propos, même si effectivement ça peut faire débat avec mes camarades qui considèrent que cela a été plutôt l'inverse. D'ailleurs, j'ai été secrétaire national chargé des sports du Parti Socialiste, sous Olivier Faure, de 2018 à 2019, et j'ai pu constater effectivement le fonctionnement qui ne m'allait pas, et c'est pour cette raison-là que je n'ai pas rempilé auprès d'Olivier Faure. Donc moi je pense que la gauche aujourd'hui, elle a besoin de travailler autour de ses valeurs historiques, et ne pas aller simplement dans les cris au loup, les cris d'orfraie qu'on peut entendre aujourd'hui. On doit vraiment repartir sur
sur un travail de fond, et c'est ce sur quoi aujourd'hui on s'engage d'ailleurs dans nos travaux de congrès. Aujourd'hui, là, on est en train de toucher les vrais sujets de fond. La gauche, aujourd'hui, on la voit bien avec le Parti communiste, avec Europe et le Gilets Verts, sur les positions de la LFI, on est toujours en rupture. Et même le Parti socialiste est souvent en rupture, même le débat sur la motion de censure qu'on a vécu là ces dernières semaines, on voit bien que le Parti socialiste a été mal à l'aise. Au départ, on était tous prêts à censurer l'action gouvernementale, considérant qu'elle n'allait pas dans le bon sens. Ensuite, on a vu les argumentaires de la France insoumise qui étaient quand même un peu particuliers. C'était simplement renverser le gouvernement, quitte à faire même des alliances d'occasion avec le Front National, ce qui n'est pas effectivement une solution républicaine, en tout cas pour ma part. Et on a vu le groupe socialiste, l'avant-dernière motion de censure se diviser en deux. Et là, la semaine dernière, vendredi dernier, le groupe socialiste n'a pas voté la motion de censure. Donc on voit bien que les positions aujourd'hui du Parti socialiste ne sont pas claires, elles ne sont pas opérantes, elles ne sont donc pas lisibles vis-à-vis des autres partis politiques, mais aussi vis-à-vis des Français. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut remettre de l'autorité au Parti socialiste, remettre de la perspective avec des valeurs autour de la solidarité, de l'Europe, de l'internationalisme, l'universalisme. Ce sont des valeurs jaurétiennes, je le rappelle tout simplement. Et enfin, que cette direction nationale qui a eu du mal à venir sur les territoires, à travailler avec les fédérations, à travailler avec les sections, qu'elle sorte de cette tour d'ivoire dans laquelle ils se sont enfermés depuis 5 années. Et aujourd'hui, le constat, il est là. Nous avons perdu les élections européennes de facto, puisque nous n'avions pas de candidat à cette élection européenne. Au moment des élections locales de 2020-2021, c'est mitigé, même si en Côte d'Armor, un travail auquel j'ai participé activement pour regagner ce département, ça paye quand on est vraiment sur le fond et sur le travail. C'est mitigé 2020-2021, et 2022, les socialistes se sont écroulés à 1,7%. Et donc ça, c'est le résultat, même si c'est pas sur un bilan qu'on va tracer une perspective, mais à tout le moins, il faudrait qu'Olivier Faure se rende compte que son bilan depuis 5 ans est somme toute plutôt négatif. Alors aujourd'hui, nous sommes, pour donner une nouvelle ambition à ce parti qui doit se retrouver avec ses partenaires, mais autour de valeurs, mais sûrement pas en supplétif de LFI. Alors nous, c'est des personnalités qui ont choisi de ne pas rempiler, si vous me permettez le terme, au Parti socialiste, mais qui évidemment en gardent les valeurs et en gardent, j'allais dire, une forme, une certaine idée pour refonder le Parti socialiste. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de refondation à côté du Parti socialiste, ou en tout cas de cette partie du Parti socialiste qui est allée vers la NUPES? Moi, je suis pour la refondation au sein du Parti socialiste, dans le mouvement socialiste français qui existe depuis le début du XXe siècle. C'est essentiel, c'est une trajectoire de valeurs, et ces valeurs-là, elles sont intemporelles, elles sont le postulat d'une gauche, celle de la gauche du réel, celle de la gauche du gouvernement, celle qui doit venir transformer la vie des gens au niveau écologique, social, économique, tout ce qui entoure effectivement des valeurs. Et ça c'est des choses qui sont pas effectivement monnayable ou négociable ailleurs qu'au Parti socialiste. Dans ce mouvement socialiste, est-ce que le Parti socialiste doit rester en ce nom-là d'identification, celui qui est le porteur de ces valeurs? Pour Parti socialiste, mouvement socialiste, il faut trouver peut-être d'autres noms, mais ça c'est vraiment le petit prisme, le point d'entrée le plus minimaliste. Par contre, il faut effectivement travailler sur la mise en perspective avec des hommes et des femmes qui sont prêts à reconstruire le Parti socialiste. Et je constate qu'il y a plus de socialistes à l'extérieur du Parti socialiste, même pas cartés, même pas dans un parti, qu'au sein du Parti socialiste. Nous sommes environ 10 000 aujourd'hui actifs au sein du Parti socialiste. Il y a une dizaine d'années, on était autour de 100 000 adhérents. Donc je vois qu'aujourd'hui, on doit vraiment s'ouvrir vis-à-vis de nos compatriotes français et françaises qui sont dans une logique d'engagement politique socialiste, social-démocrate. Et effectivement, nous devons nous appuyer sur des gens, sur des personnes qui sont aujourd'hui identifiées. Et je le constate que Hélène Geffroy, Stéphane Le Foll, même Bernard Cazeneuve, qui n'est plus au Parti socialiste et dont je suis l'un de ses représentants au titre de son mouvement autour du manifeste social-démocrate en Côte d'Armor et d'ailleurs en Bretagne, on est présent. On a aussi aujourd'hui, et on se retrouve aujourd'hui dans ce temps de motion où même des anciens amis, alliés, camarades
camarades d'Olivier Faure ont créé une motion propre, la motion refondation, qui prouve bien que nous ne sommes pas les seuls, entre guillemets, à être de mauvaise foi, à combattre la direction nationale, la direction au sens pas des hommes, mais des directions, des directives données. Il y a aussi d'anciens amis d'Olivier Faure, comme Anne Hidalgo, comme Nicolas Meyer-Rossignol, le maire du Havre. Nous avons une ancienne députée, Amia El Haraj de Paris aussi, qui est dans une stratégie de refondation également. Donc moi je me retrouve effectivement dans ces termes où il faut vraiment repartir de plus loin que simplement une renaissance comme Olivier Faure nous avait promis, mais véritablement redonner du sens à nos valeurs par des actions concrètes et en faisant confiance au territoire de France et aux sections et aux fédérations. Aujourd'hui, on le voit, Vincent Lemot, il y a une grande appétence pour la chose sociale. On vit une crise aujourd'hui, crise sociale précisément, crise économique, et si l'on en croit les derniers indicateurs, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Est-ce que justement le Parti socialiste a une place à faire? Alors, quand je dis une place, je parle d'une place idéologique à faire et justement à porter ces mouvements sociaux et à s'en emparer quelque part. Nous devons être dans le mouvement social, c'est la force d'un parti comme le Parti socialiste, parti pris, c'est-à-dire le parti pris social, parti écologique, parti pris humaniste. Et c'est peut-être là, effectivement, qu'on a été en rupture avec un certain temps de la vie sociale, sociétale de notre pays. Ça a été reproché, oui. Pardon Vincent Lemot, ça a été reproché. On a dit, voilà, le Parti socialiste, il fait pas le job, finalement. Il s'écarte de son... Or, au niveau sociétal, on a fait des grandes avancées sur l'égalité. J'y reviendrai pas. Sur le plan économique et social, je pense que lorsqu'on reprend le bilan de François Hollande et on le compare à celui d'Emmanuel Macron, on voit la différence. On voit bien qu'il y a un homme de gauche et c'est François Hollande, parce qu'il y a certains qui continuent leur petite rengaine toujours à dire quand on est hollandiste, quand on est pour défendre l'action gouvernementale de Hérault et de Valls, non pas sur la fin, mais et de Bernard Cazeneuve, Premier ministre. On voit qu'on a des marqueurs de gauche dans ce bilan-là, et on retient que ce qui fait toujours tâche, qui fait toujours mouche, et on oublie effectivement que l'essentiel, il est ailleurs. C'est bien ça aussi un gros problème. Donc oui, pour moi, il faut repartir sur des mouvements de fonds sociaux qui sont importants. On était déjà en accroche sur l'enjeu environnemental. On voit bien aujourd'hui que l'alimentation est un gros problème. Est-ce qu'on pourra se nourrir correctement dans quelques mois, dans quelques jours? Regardez ce qui s'est passé sur l'eau cet été, quand il a fallu fermer les robinets d'eau ici et là pour éviter le gaspillage. Tout de suite, nous avons eu des montées de violence dans les propos de nos concitoyens, ne comprenant pas pourquoi on pouvait réduire la consommation d'eau. Regardez sur l'angoisse que les gens ont lorsqu'on leur dit que cet hiver, il se pourrait qu'on coupe pendant 2 heures l'électricité dans un foyer. On sent aussi une angoisse monter. Donc la restriction déjà sur l'eau, l'électricité fait peur, mais quand on va dire qu'il y aura un problème alimentaire dans notre pays, se nourrir tout simplement, quelle angoisse cela peut procurer. Donc on a des sujets comme cela à traiter au Parti socialiste, l'eau, l'écologie, l'alimentation et d'autres sujets sociaux, sociétaux. Et j'étais l'autre jour à Calac, notamment pour manifester contre l'extrême droite, simplement pour accueillir quelques concitoyens du monde qui attendent une bienveillance à un moment donné d'un pays qui est, malgré tout, on peut dire, un pays qui est bien développé. Donc ces sujets-là, effectivement... Il y a une grande violence à Calac. Il y a une grande violence dans notre société tout entière aujourd'hui. Je crois que des personnalités comme des socialistes qui ne se retrouvent pas dans la NUPES ou qui n'ont refusé le macronisme, c'est mon profil, je refuse le macronisme, la société libérale telle qu'il nous la promeut, et de l'autre côté, l'exagération des combats politiques comme la NUPES nous le propose, et surtout LFI, plus que la NUPES. Moi, je me retrouve effectivement en situation de ne pas pouvoir m'exprimer simplement, avec modération, avec conviction cependant, mais avec cette nécessité de conciliation de la société. On est très loin effectivement de ces temps de conciliation qui sont nécessaires alors que nous en avons besoin. Et là, ce qu'on nous fait tous les jours, tous les matins dans les médias, pas Bretagne 5, mais surtout sur des médias nationaux, on est toujours là pour opposer, pour exclure les gens. Opposer les gens dans les débats en simplifiant les termes du sujet et en excluant parce que parfois ça devient trop compliqué et qu'au bout du compte les gens s'en détournent. Donc aujourd'hui, oui, il y a une grosse fracture qui s'est créée. Ce n'est plus un
pays rassemblé auquel on a affaire, on a un pays fracturé, mais fracturé de multiples formes, de multiples manières. Et ça m'inquiète, d'où mon combat, mon retour au combat pour dénoncer ces radicalités et ces extrémismes. Et ça, c'est vraiment les forces du socialisme français. Alors nous, on essaie d'expliquer, en tout cas le matin sur Bretagne 5, ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment, c'est important la parole et le temps de la parole. Vincent Lemot, on prenait cet exemple de Calac, mais on a vu il y a quelques jours dans l'hémicycle cet exemple politique, ces mots violents qui ont été prononcés. Là encore, il ne s'agit pas de dire si c'est au pluriel ou au singulier, les mots ont été prononcés. On a l'impression d'une vie politique qui se durcit, comme la société. Est-ce qu'il va y avoir urgence à un moment à se dire, pour la classe politique, pour le personnel politique, stop, on siffle la fin de la partie, on essaie de discuter? On est le 11 novembre. On est aujourd'hui au jour de la célébration de l'armistice du 11 novembre et de toutes les guerres qui ont malheureusement connu des morts pour la France. Et c'est ce jour aujourd'hui qu'on a choisi pour ainsi saluer la mémoire de tous ces combattants. Et en ce jour, je vais porter dans quelques instants devant le monument aux morts de la commune de Plouëc-du-Trieux mon écharpe bleu, blanc, rouge, tricolore en tant que maire. Et c'est une fierté à chaque fois de la poser sur mon épaule, non pas pour moi-même, mais pour représenter la nation devant la population qui sera présente à ce monument aux morts et toutes les valeurs et tous les combats que la République a menés pour faire en sorte que nous soyons libres, égaux et fraternels. Aujourd'hui, on est loin du compte. Il a fallu le week-end dernier que je porte mon écharpe à Calac de maire, et c'est la seule fois que j'ai fait ainsi sur des valeurs républicaines. Je l'ai fait pour défendre l'hôpital et la maternité de Guingamp, pour dire que nous avions aussi besoin de santé, mais c'est la première fois que je la portais pour défendre les valeurs fondamentales de la République française, c'est-à-dire cette capacité d'être libre pour un maire, d'accueillir des populations dans sa commune, parce qu'il a été élu au suffrage universel direct par ses concitoyens, et qu'il avait dans ses gènes cette volonté fraternelle et solidaire d'accueillir les populations. Mais je l'ai porté aussi parce que nous sommes, lorsqu'on est maire, on est aussi dans la fraternité internationale et dans les solidarités à l'endroit de ceux et celles qui souffrent dans le monde. Je ne reviendrai pas sur la phrase qui a toujours été tronquée de Michel Rocard, on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut en prendre sa part. Moi, je pense qu'au niveau communal, dans toutes les communes de France, nous sommes plus de 35 000 communes, il y a bientôt le congrès de l'AMF qui se dessine, porte de Versailles à Paris. Si chaque maire de France prenait sa part dans cette répartition, terme technique, mais en tout cas dans cet accompagnement des familles en difficulté, un tant soit peu. Puisque moi, j'ai l'exemple dans ma commune d'un accueil d'une famille ukrainienne qui aujourd'hui, le monsieur y travaille, son épouse est prête à travailler puisqu'ils se sont installés dans la commune, l'enfant est à l'école de Plouëc-du-Trieux, et aujourd'hui, ce sont des gens comme nous tous, nous toutes. Et ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question politique, l'humanité. C'est une question simplement du respect de l'un et de l'autre et de la solidarité lorsque l'un ou l'autre est en difficulté. Donc pour moi, oui, on est en grande fracture parce que ce que je viens de dire est aujourd'hui effacé par les propos racistes, nauséabonds de l'extrême droite française qui revient aujourd'hui avec force parce qu'on leur laisse trop la place et que nous, les modérés, nous ne n'exprimons pas assez. Et merci à Bretagne 5 de nous inviter pour dire qu'il est temps que les modérés de notre pays se manifestent et disent c'est pas ça la France. Notre France, elle est libre, elle est égalitaire et elle est fraternelle. Alors une France fraternelle, libre et égalitaire, dans une Europe aujourd'hui en guerre. On voit cette guerre, vous faisiez référence à l'instant, Vincent Lemot, à cette famille ukrainienne accueillie à Plouëc-du-Trieux dans votre commune. Mais aujourd'hui, on voit Kiev sans électricité, sans eau, une guerre qui dure finalement, une guerre qui est dure comme toute guerre forcément, des réfugiés qui vont arriver sur le sol européen, sans doute en France également. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, j'allais presque dire là aussi, montrer les dents face à Poutine? Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir devenir voilà, leur guerrier peut-être à notre tour? Dans Côte d'Armor, nous avons accueilli 1000 réfugiés ukrainiens et nous accueillons de nombreux, des centaines aussi de réfugiés d'autres pays en proie aux guerres ou aux massacres opérés par leur État, dans des dictatures. Donc notre culture de l'accueil est bien là et effectivement, nous, pays dits développés, terme aujourd'hui peut-être suranné, doit nous donner comme obligation d'être toujours à l'affût, à l'attention des populations du monde qui sont en difficulté. Et
Dès lors qu'il y a des dirigeants dans le monde qui sont aujourd'hui en capacité de maltraiter leur pays ou maltraiter un voisin, comme c'est le cas avec la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, nous devons être en capacité d'être fermes et directifs dans nos positions. C'est la diplomatie. Moi, je ne suis pas un expert, mais j'ai bien compris de François Hollande qu'il faut être dans le rapport de force permanent avec M. Poutine, parce que c'est de la seule manière qu'il peut comprendre qu'un État n'est pas en accord avec lui. Dès lors qu'on laisse le sentiment que l'on peut être ami, que l'on peut s'allier sur des enjeux économiques, sur des enjeux industriels, il va prendre tout de suite le dessus. Donc il faut rester dans une position extrêmement prudente lorsqu'il s'agit de parler des intérêts nationaux français. Au contraire, nous devons toujours être dans l'exigence lorsqu'il s'agit des intérêts de l'humanité. Et là, aujourd'hui, il faut que la France garde son rang pour effectivement éviter que ce conflit ne se propage au niveau européen. Parce qu'il y a aussi le jeu trouble qui s'opère entre les rapports de force russes et américains. Et il ne faudrait surtout pas que l'Europe ne devienne un enjeu simplement que pour les autres. Voilà. Avec aussi une montée des extrêmes, des droites extrêmes en Europe, on le voit en Suède, on le voit également en Italie. Est-ce que c'est là aussi quelque chose d'inquiétant dans le contexte actuel ? C'est la montée des nationalismes, et notre continent européen l'a connu au XIXe siècle. Il y a plusieurs thèses qui ont été écrites en droit et en sciences politiques sur cette montée, parce que les peuples étaient face à des transitions majeures de leur société. À l'époque, au XIXe siècle, c'était on quittait le système physiocrate agricole et on allait sûrement dans l'ère industrielle. Et effectivement, cela a changé les rapports sociaux, a changé le modèle aussi, a changé le modèle de répartition des richesses. Et effectivement, la société ne peut pas être indemne de ces changements de comportement. On a parlé là, du coup, de l'essor des classes. Et aujourd'hui, en ce fin 20e, début 21e, on connaît aussi une transformation majeure des relations sociales, des enjeux économiques qui ont varié avec une dématérialisation des relations qui est de plus en plus forte. Auparavant, on avait le curé, le maire, le boulanger, le médecin dans sa commune. Désormais, on se fait même soigner par télémédecine, même si je ne suis pas forcément favorable pour tout. Donc aujourd'hui, il y a des moments... La technologie c'est introduite finalement. La technologie, on est rentré dans l'ère technologique 2.0 et on va aller sans doute encore vers des évolutions encore plus fondamentales. Donc les relations sociales changent, et dès lors qu'on change les relations sociales sans consentement de nos populations, il y a forcément du craquage, parce que les gens ne peuvent pas comprendre, les gens subissent et les gens agissent. Donc c'est à nous politiques, c'est à nous sociétés de montrer quel est l'intérêt d'aller vers cette société du progrès. Et c'est vraiment le rôle des socialistes de démontrer que le progrès est le substrat pour faire le partage des richesses entre les populations, parce que ça ne viendra pas d'un claquement de doigts, je l'ai dit tout à l'heure, les choses. Il y aura toujours nécessairement un travail à accomplir, il y aura nécessairement à participer à la vie de la cité, de la société, et que le seul individu dans son coin ne pourra pas... même s'il le croit aujourd'hui un peu, il pourra s'en abstraire. Non, il faut remettre de la cohésion, il faut remettre de la solidarité, et cela passe effectivement par une société qui évolue aussi vite que les mouvements sociaux. Donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le Parti socialiste doit être vraiment dans ces mouvements sociaux, ne doit pas les subir, mais doit être au-devant et dans le meilleur des cas, les accompagner pour être dans une société plus partageuse et plus progressiste. Alors on parle d'une société fracturée, d'une crise, de cette guerre, d'une société anxiogène finalement, et d'une société aussi dont on a le sentiment qu'elle en proie à une grande peur, la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de l'évolution. Est-ce que, là aussi, mais vous avez déjà en partie répondu, Vincent Lemot, est-ce que justement les femmes, les hommes politiques vont devoir s'adapter, vont devoir peut-être faire de la politique différemment ? Je pense que l'ère du changement politique est derrière nous, et il va falloir que nous l'acceptions. Et c'est vrai, là, c'est un débat qu'on a au Parti socialiste. Effectivement, quelle est l'action militante que l'on doit avoir ? Et ça, c'est une divergence de vue que j'ai avec Olivier Faure directement. Olivier Faure, aujourd'hui, a recentralisé le Parti socialiste en donnant moins de pouvoir aux militants et aux fédérations, alors que il est bon de pouvoir se nourrir du terrain, des expériences locales dans nos communes, dans nos intercommunalités, excusez-moi, dans nos régions ou départements. Nous avons de belles expériences socialistes ou de gauche en général, et même se nourrir du débat politique local avec la droite républicaine, le centre républicain, ça ne peut être que meilleur pour un parti. Aujourd'hui, on divise notre débat politique. Il y a le débat vu d'en haut par les partis qui s'accordent entre eux dans des stratégies d'appareil. Et il y a au niveau local, où on est obligé de faire avec la situation, la réalité des gens, avec les forces, mais aussi avec les faiblesses, avec les richesses, mais aussi avec la misère qui est autour de nous, et avec les enjeux écologiques
de transport, de mobilité, d'habitat, et tous ces sujets-là, nous les traitons, nous, tous les jours, voilà, devant notre porte quasiment. Et ça, je trouve qu'au niveau national, cette décorrélation dans des débats toujours obscurs, toujours abscons, qui sortent de l'Assemblée nationale, qui sortent des débats médiatiques nationaux, ça rend pas compte de la vie politique réelle dans notre pays, parce que tous les jours il y a des dizaines de milliers d'élus, je ne sais plus combien d'élus, il y a 800 000, 900 000 élus en France, hein, c'est énorme, et ils se démènent pour faire en sorte que nos concitoyens vivent bien. Et c'est cette France-là que les socialistes doivent rencontrer et faire valoir au niveau national, parce que c'est par cette prise en compte du terrain que nous arriverons, je pense, à redonner une perspective à notre pays qui aujourd'hui est déboussolé dans les enjeux nationaux. La France du terrain, la politique du terrain. Alors, il nous reste 2 minutes, me disait notre réalisateur. Vincent Lemot, cette France du terrain, elle appelle aussi de ses voeux une forme de décentralisation, une envie, alors on en parle ici en Bretagne, d'autonomie, un mot qui ne fait plus peur. On en a beaucoup discuté autour de ce micro. Est-ce que finalement c'est aussi ça la politique de demain, une plus grande autonomie, moins dépendre des grands appareils de parti et peut-être d'une politique beaucoup plus décentralisée? Tout à fait. Et pour moi, c'est important de pouvoir agir sur la capacité à donner plus de pouvoir aux pouvoirs locaux, parce qu'on les appelle ainsi. Et aujourd'hui, effectivement, on a perdu aussi cette valeur de la décentralisation, ces valeurs que pouvait apporter la décentralisation. Et on a une tentation de recentraliser les pouvoirs. Et d'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon n'est pas un fervent supporter de la décentralisation. Au contraire, on sent plutôt le centralisme démocratique dans son propos. Pour ma part, je pense qu'on doit aller aujourd'hui sur des formes d'autonomisation plus fortes des régions, et pourquoi pas d'exercer le pouvoir réglementaire à des niveaux bien inférieurs à celui de la région. Ce n'est pas simplement que la région, il y a aussi les départements, les communes qui peuvent être des lieux de réglementation, bien sûr, en travail et en collaboration avec les services préfectoraux et de l'État, mais en faisant confiance aux élus. Aujourd'hui, la France n'est pas passée à la République décentralisée. On reste sous la 5e, et même s'il s'agissait d'une 6e, je crains malheureusement qu'elle ne serait pas encore assez décentralisée. À mon avis, il faudrait passer à la République 2.0. Si on passe à l'ère technologique, on pourrait le faire aussi aujourd'hui au niveau de nos institutions. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Vincent Lemot, je rappelle que vous êtes président de Guingamp-Paimpol Agglomération, maire de Plouec-du-Trieux, premier secrétaire du PSD Côte d'Armor. Alors je le disais en commençant, suspendu de toutes ses fonctions depuis le 28 juin 2022 par Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Bon, alors écoutez, on va suivre le feuilleton. Hein. Vous viendrez nous donner des nouvelles de l'avancée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en ce 11 novembre. On va vous laisser filer parce que vous avez vos obligations en ce 11 novembre. Votre écharpe de maire vous attend. Merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Belle journée à vous. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.